Bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue à tous les participants à ce webinaire portant sur un sujet très intéressant qui est cognition et épilepsie, qui sera présenté par professeur Mariam Doumbia Ouattar. C'est un professeur titulaire de neurologie spécialisé en neurologie pédiatrique et également chef de service de neurologie au CHU de Tridgeville à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À vous la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis ravie de participer à ce panel sur un sujet qui m'intéresse particulièrement. Il s'agit des liens entre les épilepsies et la cognition. Je vais procéder au partage d'écran. La cognition représente l'ensemble des processus mentaux qui permettent les apprentissages grâce aux fonctions neuropsychologiques que sont le langage, les praxies, les gnosies, la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. La définition actuelle de l'épilepsie met l'accent sur l'importance des troubles cognitifs pour une compréhension complète du trouble, car ces déficits cognitifs sont particulièrement préoccupants du fait qu'ils altèrent fréquemment les performances scolaires des enfants qui vont présenter une épilepsie. Ces troubles cognitifs sont retrouvés plus fréquemment et ils sont plus graves dans les épilepsies sévères. Mais même lorsque les crises sont bien contrôlées, l'épilepsie peut être associée à des comorbidités cognitives. Comorbidités cognitives qui vont affecter négativement le fonctionnement psychosocial à long terme. Il est donc important de dépister périodiquement ces troubles lors de la consultation de suivi. Voici le plan que nous allons suivre. Un premier chapitre de physiopathologie qui nous permettra de préciser l'impact des épilepsies sur la cognition. Le deuxième chapitre nous permettra de voir les troubles cognitifs principalement rapportés dans les épilepsies et ensuite de façon spécifique dans les épilepsies idiopathiques, puis dans les épilepsies focales non idiopathiques et dans les encéphalopathies épileptiques. Avant de conclure, nous dirons un mot sur l'impact des médicaments antiépileptiques sur la cognition. Au niveau physiopathologique, il faut préciser que le développement cognitif repose sur une intense synaptogénèse postnatale physiologique qui donc va permettre le développement des fonctions cérébrales. Et les décharges neuronales, ictales et interictales, vont interférer avec les processus neurobiologiques en cours de maturation et vont ainsi impacter la fonction cognitive. La crise elle-même peut entraîner, selon sa sévérité, une déficience cognitive transitoire pendant la période interictale ou postictale. L'anoxie, l'acidose lactique ou l'augmentation des neurotransmetteurs excitateurs par les crises répétitives ou prolongées vont endommager de façon permanente la structure cérébrale et seront donc à l'origine d'une déficience cognitive qui cette fois-ci sera permanente. Les troubles cognitifs associés à l'épilepsie vont relever de plusieurs facteurs. Il s'agit de facteurs qui peuvent être liés à l'épilepsie elle-même, le type d'épilepsie, l'étiologie sous-jacente, l'âge au début des crises, la fréquence des crises, les décharges épileptiques
infracliniques et la durée de l'épilepsie. Aussi, le traitement pharmacologique ou chirurgical des crises va aussi influencer le profil cognitif du patient. Il s'agit de facteurs importants à prendre en compte dans l'évaluation individuelle du patient et l'optimisation de la thérapie par le neurologue. Certains facteurs ont été identifiés comme facteurs de mauvais pronostic cognitif. Il s'agit donc de l'âge précoce de début des crises prolongées et fréquentes, la polythérapie ou le faible niveau socio-économique. Des études publiées dans ces dernières décennies ont montré que la déficience cognitive antérieure à la première crise reconnue et l'altération microstructurale et fonctionnelle du cerveau au début de l'épilepsie suggèrent un mécanisme neurobiologique commun entre l'épilepsie et la comorbidité cognitive. De plus en plus d'études montrent des preuves de l'existence de traits génétiques communs à la fois à l'épilepsie et aux troubles neurodéveloppementaux. Après ce chapitre de physiopathologie, nous allons aborder tout de suite les troubles cognitifs principalement rapportés dans les épilepsies de façon générale. L'épilepsie va impacter l'efficience intellectuelle, la parole, le langage, l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Tous ces troubles, tous ces domaines sont interreliés et un trouble dans l'un de ces domaines va donc impacter les performances scolaires et donc être à l'origine de difficultés d'apprentissage chez l'enfant vivant avec l'épilepsie. L'incidence de la déficience intellectuelle associée à l'épilepsie est de 20 à 29%. Les troubles de la parole et du langage vont varier selon le siège de l'épilepsie dans le cerveau. Ainsi, une épilepsie qui va siéger au niveau des lobes temporaux et frontaux de l'hémisphère gauche va entraîner des troubles de l'élocution et ou du langage. Les troubles de l'attention peuvent être liés au type de crise. Ainsi, les enfants qui vont présenter des crises généralisées sont plus à risque d'inattention que les enfants qui vont présenter des crises partielles. Certains antiépileptiques également peuvent entraîner chez certains enfants des troubles de l'attention et une hyperactivité. La mémoire de travail et la vitesse de traitement sont souvent altérées chez les enfants qui présentent une épilepsie, même si les capacités cognitives générales sont intactes. Probablement du fait que l'épilepsie va perturber les capacités de stockage et de rappel au niveau des informations. Un enfant qui présente des troubles du fonctionnement exécutif va présenter également des difficultés d'apprentissage, même si les capacités cognitives sont intactes. Et tous ces troubles-là vont aboutir à des impacts sur l'apprentissage chez un enfant qui a même un quotient intellectuel normal. Et ces troubles d'apprentissage peuvent aller des faits très subtils qui peuvent donc passer inaperçus, mais qui peuvent quand même impacter les performances scolaires à de graves incapacités, qu'il peut s'agir d'une lenteur, de difficultés en lecture, en écriture, en orthographe, en compréhension ou en arithmétique. Alors, en pratique, comment dépister rapidement ces troubles lors de la consultation de suivi? Il faut apprécier la qualité et le rythme des apprentissages scolaires de l'enfant. Existe-t-il une bonne intégration scolaire de cet enfant? Est-ce qu'il y a une progression au niveau des apprentissages ou une stagnation
et même une régression, il faut savoir poser des questions en lien avec les fonctions neuropsychologiques. Par exemple, des leçons bien apprises la veille et oubliées le lendemain vont révéler des troubles de la mémorisation. Des difficultés en géométrie et en géographie peuvent faire suspecter des troubles visio-perceptifs et ou visio-constructifs. Un manque de concentration, une lenteur, un défaut de compréhension, de raisonnement et un manque d'organisation vont évoquer un déficit attentionnel ou un trouble des fonctions exécutives. Plusieurs échelles existent pour évaluer l'efficience intellectuelle chez l'enfant, dont les plus utilisées sont les échelles de Wechsler qui vont dépendre de l'âge de l'enfant. Alors, cette étude réalisée sur 2 groupes d'enfants, un groupe d'enfants qui présente une épilepsie de découverte récente qui a été appariée à un groupe témoin. Il s'agit de cousins de premier degré parfaitement appariés en âge et en sexe. Et on s'est rendu compte que les performances cognitives sont nettement inférieures aux témoins dans le groupe épilepsie, et ceci dans tous les domaines cognitifs, aussi bien dans l'intelligence, au niveau du langage, de la mémoire, des fonctions exécutives et de la vitesse psychomotrice. Cette étude a également permis de montrer que le profil cognitif est déjà anormal dès la première crise est reconnue. Selon Berg, dans ces épilepsies, le quotient intellectuel est globalement bas. Et ce quotient intellectuel bas est dû le plus souvent à une épilepsie de début précoce avant 5 ans, l'existence d'une épilepsie symptomatique, d'une encéphalopathie épileptique et également devant une polythérapie. Alors, tous ces facteurs sont indépendamment liés à un quotient intellectuel bas. Cette vieille étude de Pluto qui a permis d'établir, d'étudier les liens entre syndrome épileptique, troubles cognitifs et scolarité a permis de mettre en évidence des troubles cognitifs dans les épilepsies. C'est ainsi que chez les enfants qui présentent une épilepsie généralisée non idiopathique, on constate qu'ils ont une efficience intellectuelle abaissée dans la majorité des cas. À l'inverse, les enfants qui vont présenter une épilepsie généralisée idiopathique ou focale non idiopathique ont des capacités intellectuelles plus ou moins préservées. Sur ces graphiques, on constate que le quotient intellectuel est d'autant plus bas que les crises vont débuter précocement et que les crises seront fréquentes. Dans cette étude réalisée en France à partir de questionnaires adressés aux parents, on se rend compte qu'aucun syndrome épileptique n'est épargné par les troubles cognitifs. Même les épilepsies focales idiopathiques, classiquement présumées de bons pronostics. Alors, on se rend compte que idiopathique ne signifie pas bénin. Il faut donc savoir utiliser avec prudence le terme bénin. Voyons à présent les troubles cognitifs spécifiquement rencontrés dans les épilepsies idiopathiques. Alors, je le disais tout à l'heure, les épilepsies idiopathiques sont présumées de pronostics relativement bons avec une bonne évolution neurocognitive. Mais les études récentes montrent que, malgré une efficience intellectuelle préservée, des déficits attentionnels, mnésiques, langagiers sont rapportés. Il s'agit de troubles qui sont souvent légers, mais qui sont à dépister pour une prise en charge adéquate des enfants. Dans l'étude de Yael, par rapport aux témoins, les patients présentant une épilepsie idiopathique stabilisée avaient des risques plus élevés de déficit
de la mémoire à court terme, de déficit de la mémoire de travail et de la mémoire auditive verbale à long terme. Dans cette étude de Beck, on se rend compte que le quotient intellectuel bas est surtout lié à la baisse des performances dans la vitesse de traitement de l'information, dans la lecture et dans la dictée. Et ça, dans les épilepsies idiopathiques. Dans les épilepsies focales bénignes de l'enfant qui sont présumées sans lésion cérébrale structurelle, avec des crises qui sont facilement contrôlées et un bon pronostic, les données récentes mettent en évidence une déficience de la fonction cognitive globale, des difficultés avec la perception visuelle, avec l'attention et la mémoire. Des données récentes également ont montré que lors des analyses quantitatives et fonctionnelles d'imagerie cérébrale, on pouvait avoir des anomalies multifocales dans la substance blanche dans ces épilepsies focales idiopathiques, en dehors même du siège de la lésion, du siège même de l'épilepsie. Ces anomalies vont concerner les lobes frontaux, les lobes temporaux, le putamen et les amygdales. Alors, ces anomalies multifocales-là pourraient donc être à la base des perturbations cognitives précoces observées dans les épilepsies infantiles. Ce tableau nous permet de résumer les troubles cognitifs rapportés dans les épilepsies focales idiopathiques. Dans l'épilepsie bénigne de l'enfant avec pointe centrotemporale, l'EPCT, malgré une intelligence globale normale, on pourra mettre en évidence des troubles de l'attention, des difficultés d'apprentissage, également un déficit au niveau de la mémoire verbale. Dans l'épilepsie occipitale idiopathique, il a été rapporté des difficultés d'apprentissage en lecture, en écriture, en arithmétique, une hyperactivité, un trouble du langage, une diminution de l'attention et de la capacité de mémoire, ainsi que de la perception visuelle. Dans les épilepsies généralisées idiopathiques, l'évolution des crises est favorable, mais l'existence de comorbidités cognitives de plus en plus décrites permet d'évoquer un dysfonctionnement au niveau du lobe frontal. Les enfants avec épilepsie généralisée idiopathique courent un risque de déficience cognitive et de difficultés d'apprentissage généralisées ou spécifiques malgré une intelligence normale et les crises qui sont bien contrôlées. Il ne faut donc pas se contenter de parler de l'évolution favorable des crises. Et comme dans l'épilepsie focale idiopathique, l'analyse quantitative et fonctionnelle d'imagerie cérébrale dans ces épilepsies généralisées idiopathiques a mis en évidence des anomalies multifocales dans l'intégrité de la substance blanche. Alors, concernant donc ces épilepsies généralisées idiopathiques, dans l'épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson, le quotient intellectuel est normal ou légèrement inférieur à la normale, mais des difficultés d'apprentissage sont rapportées. Dans l'épilepsie myoclono-astatique, l'efficience intellectuelle est variable, allant donc d'un profil cognitif normal jusqu'à la déficience cognitive. Et ce, d'autant plus qu'il existe un long délai entre le début des crises et le diagnostic, et également que les crises sont fréquentes. Le caractère de bénignité de l'épilepsie absence de l'enfant est depuis longtemps controversé parce qu'on a rapporté des déficits cognitifs dans ces épilepsies absences. Malgré une efficience intellectuelle normale, on pourra avoir des déficits d'attention et de mémoire verbale et non verbale, des troubles du langage, ainsi qu'un déficit de compétences visio-spatiales. Dans l'épilepsie myoclonique juvénile, le quotient intellectuel également est normal ou légèrement inférieur à la normale, mais il faut savoir rechercher
un déficit subtil exécutif, une déficience au niveau de l'attention, du contrôle de l'inhibition, de la mémoire verbale ou de travail. Et ce, surtout lorsque les crises sont répétées. Alors, nous abordons à présent le 4e chapitre qui nous permet de parler des troubles cognitifs dans les épilepsies focales non idiopathiques. Dans ces épilepsies focales non idiopathiques, le spectre du handicap neurocognitif est large, du fait du dysfonctionnement de la zone épileptogène ainsi que des réseaux plus étendus qui sont connectés à cette zone. La localisation du foyer épileptique peut ainsi prédire le ou les types de comorbidités qui vont résulter souvent d'une pathologie structurelle ou fonctionnelle sous-jacente qui a entraîné l'épilepsie. Ici, malgré un niveau intellectuel normal, le début précoce de l'épilepsie peut entraîner un quotient intellectuel bas et des troubles d'apprentissage ou du comportement. Dans l'épilepsie du lobe frontal, le quotient intellectuel, il est normal ou alors légèrement inférieur à la normale, mais on pourra noter une inattention, une hyperactivité, une fluence verbale médiocre, ainsi que des déficits des fonctions exécutives et un déficit plus sévère au niveau de la mémoire de travail. Dans l'épilepsie du lobe temporal, il a été rapporté une altération de la fonction exécutive, des déficits langagiers et un dysfonctionnement en mémoire épisodique. Dans l'épilepsie postérieure, on note un trouble de l'attention visuelle, de l'organisation du geste et des habiletés socio-perceptives. Et le quotient intellectuel performance reste inférieur au quotient intellectuel verbal. Dans les encéphalopathies épileptiques, on note une détérioration des fonctions cérébrales, particulièrement cognitives, liées à l'activité épileptique, du fait de la réorganisation synaptique ou de la neurogénèse altérée ou d'autres effets sur les circuits neuronaux en développement. Et ceci du fait des crises épileptiques répétées et ou des anomalies électroencéphalographiques intercritiques. Et en plus des crises répétées, les causes métaboliques ou génétiques également peuvent être des facteurs importants de détérioration cognitive dans ces encéphalopathies épileptiques. L'expression clinique ici sera en rapport avec le degré de la maturation cérébrale et la cause de l'épilepsie. Dans le syndrome de West, on note une déficience intellectuelle sévère associée à des troubles du langage et des déficiences visio-spatiales. Et cette déficience intellectuelle sévère est également retrouvée dans le syndrome de Lennox-Gastaut. Dans l'épilepsie myoclonique sévère du nourrisson, le développement cognitif est normal au cours de la première année et progressivement, à partir de la deuxième année, va s'installer un déclin cognitif. Le syndrome de Landau-Kleffner et l'épilepsie avec pointe onde continue du sommeil sont des encéphalopathies épileptiques qui ont des caractéristiques cliniques communes. Et dans le syndrome de Landau-Kleffner, on va noter une régression acquise du langage. Et dans l'épilepsie avec pointe onde continue du sommeil, on note une aphasie expressive et une régression des compétences globales avec apraxie, amnésie, désorientation et dysfonctionnement exécutif. Alors, voyons à présent l'impact des médicaments antiépileptiques sur la cognition. Les antiépileptiques réduisent l'excitabilité neuronale. Ils peuvent donc altérer la cognition, mais ces effets sont moins importants que d'autres facteurs liés à l'épilepsie. Et ces effets cognitifs vont différer selon les antiépileptiques.
Les facteurs également qui vont donc impacter la cognition lors du traitement antiépileptique, il s'agit de l'initiation rapide du traitement, la polythérapie, l'augmentation de la dose et des taux sanguins d'antiépileptiques, ainsi que la susceptibilité individuelle. Et ces antiépileptiques vont agir sur l'attention, sur la vigilance, le temps de réaction et la mémoire à court terme. Concernant les anciens antiépileptiques, des troubles cognitifs sont fréquemment rapportés, notamment avec le phénobarbital qui va altérer de façon considérable la mémoire et l'attention. La phénytoïne et la carbamazépine vont entraîner un ralentissement de la vitesse de traitement s'ils sont donnés à forte dose. L'acide valproïque, normalement, n'entraîne pas de troubles cognitifs, sauf si on est en présence d'une hyperammoniémie et également en cas de dosage élevé. Le toxicimide et le clobazam n'ont pas encore d'effets secondaires cognitifs rapportés. Concernant les nouveaux antiépileptiques, ils sont présumés avoir des effets secondaires cognitifs moins importants que dans les anciens antiépileptiques, mais avec le topiramate, on a des données qui montrent une altération sévère de la cognition, notamment au niveau de l'attention, de la mémoire et du langage. Par contre, la lamotrigine va plutôt entraîner un effet secondaire positif avec une amélioration de l'attention. Amélioration de l'attention qui a également été observée avec l'oscarbazépine. Le levétiracétam et le vigabatrin n'ont pas d'effet secondaire cognitif rapporté. Une étude sur le zonisamide en monothérapie a montré une altération légère au niveau de la mémoire et du langage. Nous n'avons pas retrouvé de données sur la gabapentina, la rufinamide et le lacosamide concernant les effets secondaires cognitifs chez les enfants. Par contre, les études chez l'adulte n'ont mis en évidence aucun effet cognitif grave. Que retenir de cette présentation? L'épilepsie est une pathologie active où vont coexister des troubles neurologiques, des troubles cognitifs et des troubles comportementaux. L'identification précoce de ces troubles, le suivi neurologique et une intervention appropriée en cas de déficience cognitive sont nécessaires pour prévenir et améliorer les troubles d'apprentissage. Il faut donc être attentif à rechercher ces troubles cognitifs, particulièrement chez les enfants qui vont présenter une épilepsie de début précoce, les enfants chez qui il existe une comorbidité, il existe une polythérapie. Et il faut retenir que la majorité des enfants font que des crises sous traitement. Mais les troubles cognitifs restent quotidiens et risquent de passer inaperçus s'ils ne sont pas abordés dans la consultation de suivi. Alors, je vais terminer ma présentation avec cette diapo qui montre une classe qu'on peut retrouver dans nos pays d'Afrique subsaharienne où il peut être un peu difficile pour l'enseignant de pouvoir suspecter ou dépister des troubles cognitifs chez un enfant. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, professeur Mariam Doumbia. C'est un sujet très intéressant. Vous avez fait le tour de ce sujet-là. Vous avez bien présenté avec les différents chapitres. Je demande maintenant si les participants ont des questions. Vous avez entré vos questions donc dans la section questions-réponses, s'il vous plaît.
Alors sinon, je vais un petit peu récapituler ce que vous avez dit. Alors, l'épilepsie, c'est vrai, c'est une pathologie chronique, une maladie chronique du système nerveux central. Et elle est déclenchée par une activité électrique dans une zone spécifique du cerveau. Et là, on verra que les fonctions cognitives sont impactées, comme vous l'avez bien dit. Alors, la première question qui est posée, comment se fait la prise en charge des troubles cognitifs chez les enfants épileptiques? Professeur Myriam, vous m'avez entendu? Oui, je vous entends. Alors, une par une ou toutes les questions en même temps? Une par une peut-être, oui, je Une préfère. par une. Alors, la première, concernant la prise en charge des troubles cognitifs chez les enfants épileptiques. Alors, la prise en charge va commencer déjà par le dépistage. Et comme je l'ai souligné dans la présentation, le dépistage déjà va se faire par des questions simples au cours de la consultation de suivi, ce qui va nous permettre donc de suspecter ou d'évoquer des troubles cognitifs. Et ensuite, pour le bilan neuropsychologique, on pourra adresser l'enfant aux neuropsychologues qui vont, à partir des échelles de déficience intellectuelle, qui vont pouvoir préciser le degré de la dégradation cognitive observée chez l'enfant. Et la prise en charge également va se faire en fonction du trouble qui sera dépisté. Si c'est un trouble du langage, on pourra avoir recours à l'orthophoniste. Si c'est un trouble au niveau de la mémoire, on pourra avoir recours au neuropsychologue. Et également, après, si les médicaments sont mis en cause, la charge revient au neurologue ou au neuropédiatre de pouvoir faire une adaptation au niveau du traitement pour pouvoir donc améliorer les performances cognitives de l'enfant. Alors, est-ce que je peux voir? Alors, la deuxième question, comment se fait la prise en charge des… voilà. La deuxième question, je la pose. Alors, quels sont les déficits cognitifs? Pourquoi le déficit cognitif est sélectif dans certaines épilepsies et global dans d'autres épilepsies? Pour cette question, je pense qu'après, ça dépend de l'activité épileptique qui sous-tend donc cette forme d'épilepsie. Par exemple, dans le syndrome de Landau-Kleffner, la définition même de ce syndrome comprend une régression cognitive avec l'aphasie expressive, également la surdité qui va s'installer. Donc, en fonction du dysfonctionnement épileptique qui est à l'origine de cette épilepsie, on pourra avoir un déficit cognitif sélectif ou alors un déficit cognitif plus global, parce que l'épilepsie sera plus grave. Le syndrome de Dravet, nous savons que c'est une épilepsie, une encéphalopathie épileptique qui est grave à long terme. Donc, on va voir s'installer progressivement une déficience cognitive sévère. Merci. Alors, pour la question suivante, comment se fait la prise… voilà, quels sont les antiépileptiques contre-indiqués chez l'enfant? Ou existe-t-il? Alors, antiépileptique contre-indiqué chez l'enfant, il faut tenir compte d'abord du profil de l'épilepsie présentée par l'enfant et ensuite de mettre en jeu la balance bénéfice-risque avec la prescription de ce traitement antiépileptique. Est-ce qu'il existe des antiépileptiques formellement contre-indiqués? Je pense qu'en neuropédiatrie, le professeur Moustapha Ndiaye pourra peut-être me rejoindre dans cette assertion. En neuropédiatrie, on est souvent obligé de travailler hors AMM, c'est-à-dire en dehors même des médicaments qui sont autorisés sur le marché. Parce qu'il existe effectivement très peu de médicaments antiépileptiques vraiment indiqués pour la tranche d'âge pédiatrie, notamment entre 0 et 2 ans. Et donc, en fonction du profil de l'épilepsie présentée par l'enfant, on pourra avoir recours à des médicaments qui ne sont pas officiellement
adapté pour l'enfant. Alors, les médicaments qu'on peut prescrire en toute sécurité, je pense que c'est le lévétiracétam, qui peut être prescrit en toute sécurité chez l'enfant, du fait de son efficacité et de son meilleur profil de tolérance. Mais comme j'ai dit, en fonction du type d'épilepsie qu'on aura, on pourra avoir recours à d'autres antiépileptiques. Alors, c'est clair, merci beaucoup. La question suivante, pouvez-vous détailler un peu les effets cognitifs lors du syndrome de Paniotopoulos? Alors, le syndrome de Paniotopoulos, j'avoue que c'est un syndrome auquel je ne suis pas trop habituée. Dans ma pratique, je n'en vois pas beaucoup. Je n'en vois pas beaucoup, donc je ne pourrais pas répondre de façon exhaustive à cette question. D'accord, oui. La question suivante, en proportion, quelle est la part de la maladie et la part des antiépileptiques dans les troubles cognitifs? Alors, je pense qu'il a été démontré de façon claire que la maladie elle-même entraîne plus de troubles cognitifs que les médicaments. L'effet des médicaments est moins important que la maladie elle-même. D'accord. OK. Alors, le commentaire suivant, il y a des enfants qui présentent des troubles d'attention sous valproate de sodium. Qu'en prescription, en cas d'épilepsie, Centrotemporale. voilà, quel est le meilleur médicament à prescrire chez l'enfant? Voilà. Avec une épilepsie Ouais. à paroxysme centrotemporaux. Ouais. Alors, dans les recommandations, effectivement, je pense que d'abord, ce qui est recommandé, si les crises sont peu fréquentes et que les crises restent essentiellement nocturnes, en accord avec les parents, on peut procéder à l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire on ne mettra pas de médicaments. Par contre, si les crises sont plus fréquentes et si elles gênent vraiment le fonctionnement de l'enfant, son fonctionnement scolaire, ou alors si on ressent une grande inquiétude au niveau des parents, en ce moment, on peut avoir recours aux médicaments. Et le médicament indiqué en première intention, effectivement, c'est le valproate de sodium. Et comme je l'ai démontré, je pense qu'avec le valproate de sodium, on n'a pas beaucoup d'effets secondaires cognitifs tant qu'on reste dans la marge thérapeutique. Tant qu'on n'est pas dans un dosage élevé, on peut avoir de bons résultats avec l'acide valproïque sans effets secondaires cognitifs majeurs. Mais il peut exister quand même des alternatives en cas d'effets secondaires importants avec l'acide valproïque ou en cas de contre-indication. Si on a une hyperammoniémie, il existe des alternatives. On peut par exemple proposer la carbamazépine. Très bien. L'autre commentaire, alors, concernant l'épilepsie de l'adulte, l'épilepsie peut-elle débuter chez le sujet adulte? Si oui, y a-t-il des facteurs de risque chez les sujets adultes? Ou bien est-ce qu'elle débute qu'en période pédiatrique ou juvénile? L'épilepsie, je ne comprends pas bien la question. Alors, L'épilepsie. l'épilepsie peut-elle débuter chez le sujet adulte? C'est comme ça que c'est Oui. écrit. Hein. Si oui, y a-t-il des facteurs de risque concernant les troubles cognitifs, je pense? Ah, d'accord, ok. Effectivement, l'épilepsie peut débuter à n'importe quel âge de la vie. L'épilepsie est plus fréquente, on va dire, dans les âges extrêmes, chez l'enfant et chez les sujets âgés, mais l'épilepsie, en raison des causes qui sont variées, qui sont diverses, l'épilepsie peut débuter à n'importe quel âge de la vie, notamment pour les épilepsies symptomatiques. Après un AVC, un accident vasculaire cérébral, après un traumatisme, après une tumeur. Donc, je veux dire, après n'importe quelle agression qui va survenir au niveau du cerveau, on peut présenter une épilepsie à tout âge de la vie. Existe-t-il des facteurs de risque chez l'adulte? Oui, il y a des effets secondaires cognitifs qui sont rapportés également dans les épilepsies de l'adulte. D'accord, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions posées. Y a-t-il d'autres questions? Comme ça, on pourra répondre. Voilà, on a fait le tour. S'il y a d'autres questions, oui, il y a une autre question.
Alors, pour le syndrome, non. Alors, quels sont les signes neurovégétatifs et hallucinations visuelles, l'EEG, y a-t-il des anomalies occipitales chez les enfants normaux avec épilepsie? Alors, je pense que c'est ça la question. Oui, non, je crois que c'est plutôt une réponse à la question sur le... C'est une contribution, je crois, à la réponse sur le syndrome de Qu'est-ce que vous en dites de Panayotopoulos. cette contribution-là, alors? Vous en dites quoi? Oui, effectivement, je pense que c'est surtout ça, les signes neurovégétatifs et les hallucinations visuelles qui sont au premier plan dans ce syndrome. Oui. Très bien, commentaire à sa place, oui. Oui. Alors, il y a une autre question. J'ai d'une crise atonique. Certaines EEG d'une crise atonique. Il veut savoir le... Je ne comprends pas trop sa question. La question, c'est quel est le pattern EEG qu'on peut rencontrer dans une crise atonique? C'est bien cela. Allô, on m'entend? J'espère qu'on m'entend. Vous êtes là? OK. Vous êtes là? Puis, il y a une Voilà. connexion. Voilà. Alors, je reviens vers la dernière question, qui n'est pas le sujet de ce soir. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Non. Non, ça sera une autre fois, une autre occasion, Oui. je pense. Mhm. C'est plutôt, c'est mieux. Alors, y a-t-il une question concernant les troubles cognitifs, l'épilepsie, Quelle prise en charge? Oui. la prise en charge? Sinon, j'ai une question. Le trouble de... Oui. Sur le plan pratique, comment prévenir les Il y troubles a une question qui cognitifs? est posée, c'est ça? Quelle prise en charge pour les troubles? Quelle prise en charge pour les troubles de mémoire dus aux épilepsies? C'est bien ça, la question d'Aram. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Pour les troubles de mémoire, il faut d'abord préciser le degré de sévérité du trouble de mémoire. Et donc, en fonction du degré de sévérité, on aura recours au neuropsychologue qui va travailler à partir de séances de rééducation avec l'enfant. Et également, nous, le médecin, neurologue ou neuropédiatre, nous devons pouvoir mettre en place des conseils d'aménagement scolaire. Il faut prévoir des conseils à adresser aux enseignants, aux responsables de l'établissement scolaire qui reçoit l'enfant pour que l'enfant puisse avoir des mesures spéciales pour pouvoir suivre les enseignements et également pour pouvoir suivre les évaluations. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, je ne vois pas d'autres questions, mais je voudrais bien savoir, si possible, professeur Mariam, comment faire pour prévenir ces troubles cognitifs chez les enfants? Alors, la prévention de ces troubles cognitifs, je pense qu'il faut tenir compte des facteurs de mauvais pronostic cognitif. Donc, il faut pouvoir dépister précocement l'épilepsie chez l'enfant. Il faut que nous, les neurologues, nous, les neuropédiatres, soyons attentifs aux plaintes des parents pour en fait de pouvoir dépister précocement l'épilepsie chez l'enfant. Ensuite, choisir le traitement adapté. Et puis également, le traitement adapté qui va nous permettre donc de réduire
la fréquence des crises et donc d'éviter d'avoir des crises fréquentes qui vont avoir un impact négatif sur le fonctionnement cognitif de l'enfant. Essentiellement cela. Il faut pouvoir vraiment poser, et ensuite il faut pouvoir poser la question des troubles cognitifs lors de la consultation de suivi. Parce que le plus souvent, on a tendance à juste demander l'évolution des crises. Est-ce que l'enfant fait encore des crises? Est-ce qu'il n'en fait pas? Mais au-delà de ça, il faut chercher à voir les cahiers, les devoirs scolaires de l'enfant. Il faut poser des questions aux parents qui l'accompagnent et même aux enseignants lorsqu'on a la possibilité de rencontrer les enseignants afin de dépister précocement ces troubles cognitifs-là pour éviter d'avoir après des troubles qui seront plus graves. Donc, je pense que la prévention d'abord dépistage précoce de l'épilepsie, traitement adapté et également prévention précoce, dépistage précoce des troubles cognitifs lors de la consultation de suivi. Merci beaucoup pour votre réponse. Là, je pense que la prise en charge doit être biopsychosociale. Hein? Oui. Tout à fait. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a des antiépileptiques spécifiques de première indication pour les Africains? Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup de médicaments antiépileptiques qu'on peut trouver ici dans nos officines. On est souvent en rupture de médicaments antiépileptiques et je crois qu'avec les tableaux que j'ai présentés qui montrent les effets secondaires cognitifs des médicaments antiépileptiques, on se rend compte qu'il y a des anciens médicaments antiépileptiques qui n'ont pas d'effets secondaires cognitifs importants et que donc on peut prescrire, je vais dire, en toute sécurité, en guillemets. On a vu que la carbamazépine, le valproate de sodium, qu'on peut trouver assez facilement dans notre contexte de travail, n'ont pas d'effets secondaires cognitifs importants s'ils sont prescrits dans la dose efficace. S'il n'y a pas de dosage élevé, si on n'est pas en dehors de la zone, en dehors de la dose efficace moyenne, on peut avoir un bon rapport efficacité et risque fait. Peu d'effets secondaires cognitifs. Donc, on peut avoir le valproate de sodium, on peut avoir la carbamazépine, anciens antiépileptiques qui sont assez efficaces avec un bon profil cognitif. Voilà, merci. Alors, l'autre question, sur le plan pratique, est-ce que les patients épileptiques doivent être interdits d'activités telles que la natation, ou bien la conduction ou autre? Alors, en principe, l'enfant qui présente une épilepsie, il a le droit de pouvoir participer à plusieurs activités. La natation peut se faire, mais en présence d'un adulte qui sait que l'enfant présente une épilepsie et qu'il a risque de faire une crise. Et en ce moment, il faut attendre que l'enfant soit assez stabilisé sur le plan des crises avant de pouvoir permettre la natation. Très bien. L'autre commentaire, dans votre pratique, comment se fait le maintien de la scolarisation des enfants épileptiques avec troubles cognitifs? Est-ce qu'il y a une aide des maîtresses qui sont tous disponibles dans votre pays? Alors, effectivement, c'est une question assez difficile à résoudre avec les établissements scolaires. Alors, lorsque nous sommes dans les établissements scolaires publics, c'est un peu difficile de pouvoir introduire ce qu'on appelle les auxiliaires de vie scolaire, les aides-maîtresses, comme il a dit, les auxiliaires de vie scolaire. C'est un peu difficile de pouvoir faire accompagner l'enfant par un auxiliaire de vie scolaire lorsque nous sommes dans les établissements publics. Mais de plus en plus, ici, moi en Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, où j'exerce, avec les établissements privés, en début d'année, avec les orthophonistes, les psychologues, les psychomotriciens, il y a ce qu'on appelle le tour des écoles qu'on fait le plus souvent en début d'année pour rencontrer les responsables d'établissement, pour rencontrer les enseignants, pour leur expliquer l'importance pour l'enfant vivant avec l'épilepsie de pouvoir intégrer une école classique, donc de pouvoir être dans une école inclusive.
Et donc, en ce moment, ils sont le plus souvent favorables à accueillir ces auxiliaires de vie scolaire, mais effectivement, qui ne sont pas pris en charge par la fonction publique dans nos pays, donc qui ont un coût et qui ne seront peut-être pas accessibles à toutes les bourses. Je pense que la réponse elle est très claire. Y a-t-il d'autres questions? Alors, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions sur le message questions et réponses. Vous pouvez écrire et là, je transmettrai à professeur Mariam. Alors, y a-t-il d'autres commentaires? Sinon, on peut, voilà. Sinon, on peut terminer. Si on peut terminer, on verra. S'il y a d'autres questions. Je pense que... Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Mustapha, on t'entend bien. Bonsoir. Non, en fait, bonsoir. Je trouve la présentation de Marianne très intéressante parce qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. Quand on parle de l'épilepsie, c'est en priorité l'enfant. Et qui dit enfant dit apprentissage. Et donc, nécessité pour nous, les praticiens, de prendre en charge autre qui peut accompagner cette affection. Parce qu'on le sait, hein, Marianne l'a dit, il y a à peu près 70 à 80% des épileptiques qui ont des troubles cognitifs. Cela est important. Et dans ce lot, il y en a bien entendu de très sévères qui souvent ne posent pas de problème pour le praticien. Mais il y a tous les enfants qui ont une efficience globale intellectuelle qui en apparence est normale, mais qui, à l'épreuve, notamment en classe, au niveau des apprentissages, épousent de véritables difficultés. Et on sait que depuis longtemps que la précocité de l'épilepsie est un élément important parce que plus l'épilepsie est précoce, plus ça interfère avec la maturation cérébrale. Ici, ajoute surtout dans nos régions, beaucoup d'épilepsies sont en rapport avec des lésions du cerveau. Donc, ces lésions de cerveau ajoutées à la précocité de l'épilepsie vont perturber la maturation cérébrale et expliquent pour l'essentiel les déficits cognitifs que l'on voit à ces gens. Ici, ajoute bien entendu, les médicaments antiépileptiques jouent un rôle. Contrairement à une opinion dominante, mais tous les médicaments antiépileptiques impactent sur les fonctions cognitives, à des degrés moindres, bien entendu, certains plus que d'autres. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de médicaments innocents et qu'en pratique, pour minorer justement ces troubles cognitifs, il faudrait les doses les plus faibles possibles. Plus la posologie est importante, plus le risque de troubles cognitifs est réel. Ça me paraît un élément extrêmement important. Et on sait que globalement, ces troubles cognitifs, c'est des troubles de l'attention, c'est des troubles de la mémoire, notamment dans certaines épilepsies temporales, c'est des troubles des fonctions exécutives et de l'attention. C'est des troubles visuospatiaux, ce qui explique la fréquence des difficultés en lecture et en langage chez ces enfants. Donc, cela est connu, hein, et bien entendu, la prise en charge de ces épilepsies ne peut pas se faire, ne peut pas se faire sans, dans une perspective qui ne soit pas pluridisciplinaire, qui implique tous les professionnels de la santé qui travaillent autour de ces questions, notamment les problèmes de praxie, les problèmes de gnosie, les problèmes de cognition. Voilà un peu schématiquement ramassé ce que je voulais dire pour participer un peu de ce débat. Et Marianne est neurophysiologiste. L'importance des anomalies intercritiques, parce que c'est un aspect qu'on n'intègre pas.
plus les anomalies intégrées sont importantes, plus les troubles cognitifs sont prégnants. Et je pense que l'exemple des POX est là, mais il y a des syndromes beaucoup plus subtils. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Dr Mustapha, pour votre commentaire très intéressant. Et il y a une question avec laquelle je vais terminer, c'est la responsabilité du phénobarbital dans les troubles cognitifs. À partir de quel âge le risque est important? Alors, je pense que il a été suffisamment démontré des preuves des effets secondaires cognitifs du phénobarbital qui vont notamment altérer l'attention et la mémoire chez les enfants. Alors, si le médicament est introduit précocement, c'est-à-dire au moment de la mise en place des fonctions cognitives chez l'enfant, il est clair que l'effet sera plus important que s'il est mis un peu plus tard. Donc, on retient quand même l'impact cognitif important de cette molécule. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais dire un petit mot. Voilà, la base de données du projet Global Health in Epilepsy fournit un registre de projets d'épilepsie existants dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale ainsi que dans d'autres régions. Il identifie des informations telles que l'emplacement du projet, des partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement et les besoins en bénévoles. La base de données est rapide et facile à remplir. En soumettant des informations sur votre projet, vous contribuez à la bonne compréhension des efforts déployés dans le monde entier pour réduire l'écart de traitement de l'épilepsie. La base de données vous donne l'occasion d'apprendre des autres, d'explorer des opportunités de collaboration qui pourraient renforcer ainsi que celui du secteur. De plus, la base de données permettra aux personnes de différents domaines, tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif ou la philanthropie, de se renseigner sur les efforts existants tout en offrant un moyen de s'engager. Alors, je me permets de vous dire que sur la diapositive suivante, veuillez scanner le code QR pour recevoir votre certificat. De plus, il y a maintenant un lien dans la boîte de discussion vers le certificat. C'est clair? Voilà. Sinon, voilà, veuillez scanner s'il vous plaît. Sinon, je vous remercie, Professeur Maram, c'était très intéressant d'être parmi, que vous soyez ici parmi nous à ce webinaire. Votre conférence était très intéressante et je vous remercie énormément. J'espère vous revoir un jour en live. Voilà, merci à vous aussi, merci chers participants, merci à tous les organisateurs de ce webinaire. J'espère pour la prochaine fois. Bonne soirée. Merci. Merci.